Tout d'abord, merci. Je voudrais vous remercier, M. Lahoui, d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Vous êtes écrivain en français. Pourquoi cette langue exactement? En fait, cette question du choix de la langue devrait plutôt se poser dans le cas de gens comme Taha Benjelloun, comme Atif Lahoui, qui sont allés d'abord dans des écoles marocaines, où ils ont appris l'arabe. D'abord, par exemple, dans comment on appelle ça, dans le madrasa, vraiment. Et après, on appris le français. Et donc, dans leur cas, il s'agit vraiment d'un choix. Moi, dans mon cas, c'est différent, parce que je suis allé, depuis que j'étais tout petit, en fait, je suis toujours allé dans des écoles françaises. Je suis allé à la maternelle, j'ai un cours préparatoire, je suis allé à l'école française depuis tout le temps. Donc, j'ai toujours écrit en français, fait mes études en français, lu en français. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit de quelque chose de tout à fait naturel. De la même façon que pour Armand Grunberg, ce n'est pas un choix d'écrire en néerlandais, il écrit en néerlandais. Donc pour moi, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose d'absolument naturel. Oui. Ouais. Vous étiez au lycée Lyoté à Casablanca. Ouais. Okay. Dans l'une de vos interviews, vous avez dit que la lecture a éveillé chez vous le désir d'écrire dès un âge précoce. Pouvez-vous nous expliquer la relation entre la lecture et l'écriture? Eh bien, de toute façon, je pense que c'est quelque chose de très commun, parce que je ne connais pas d'exemple d'écrivain qui ne soit pas d'abord un lecteur, qui ne commençait pas à lire beaucoup. Et donc, pour chacun, il doit y avoir une raison différente. Disons que, dans mon cas, après avoir beaucoup lu, après m'être évadé dans des univers créés par un écrivain, par un romancier, ensuite j'ai eu envie moi aussi de créer moi-même cet univers. Et donc c'est comme quelqu'un qui va souvent au concert, qui regarde des gens faire de la musique, qui l'apprécie beaucoup, et puis qu'un jour ils se disent mais quand même ce qui est encore plus d'extraordinaire que d'écouter la musique, c'est de faire soi-même la musique. Donc c'est quelque chose là aussi de vraiment très naturel. Je pense que beaucoup d'écrivains sont dans le même cas. En parlant de la lecture, j'ai ici un texte, peut-être vous le reconnaissez. Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? De lui prochain? Où allait-il? Est-ce qu'on sait où l'on va? C'est le début de Jacques le Fataliste, Diderot. Ouais. Lorsque vous avez lu ce passage, quelle était votre réaction à l'époque devant cette grande littérature, si on peut le dire? Mais c'est pas d'ailleurs le style qui m'a frappé ou quelque chose comme ça, parce qu'on peut dire à côté de ça Victor Hugo, Chateaubriand, qui sont venus après Diderot, mais on peut dire qu'ils ont aussi un style assez particulier. Non, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce début, parce que c'est un début, c'est le début de Jacques le Fataliste, c'est que l'auteur se met finalement au même niveau que le lecteur. C'est-à-dire qu'il dit, bon, j'ai des personnages, mais enfin, je ne sais pas très bien d'où ils sortent, ces personnages, je ne sais pas très bien où ils vont aller. Je ne sais... Alors, ça c'est intéressant parce que jusque-là, bon, je l'ai lu, Jacques le Fataliste, je pense que j'avais 14-15 ans, jusque-là, j'étais toujours habitué à des romans où l'auteur intervient comme une sorte de démiurge, il sait tout, et c'est lui qui manipule des marionnettes qui sont les personnages, et le lecteur est dans un rôle tout à fait passif, c'est-à-dire il est là, il regarde le jeu de marionnettes, et il y a un grand maître derrière qui agite tout cela. Dans ce cas particulier de Diderot, dès le départ, l'auteur se met au même niveau que le lecteur, et donc par la force des choses, le lecteur, pour être plus technique, le narrateur, c'est-à-dire celui à qui Diderot s'adresse, parce qu'il lui dit vous, il parle vraiment au lecteur qui devient donc un narrateur, celui à qui on raconte l'histoire. Donc celui-ci acquiert un rôle actif. Donc il rentre dans le roman, il commence à avoir un point de vue, et d'ailleurs Diderot de temps en temps, il lui dit au narrateur, il lui dit je sais ce que vous pensez à ce moment-là, ou je pense que vous êtes irrité par ce passage, je vous explique. Donc le roman, au lieu de rendre le lecteur passif,
dans Jacques le Fataliste, le lecteur, le narrateur rentre dans le roman et il a un rôle actif. Ouais. Et ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Et si on lit, c'est-à-dire le livre avec le climat politique à l'époque au Maroc, bon, il y avait un régime totalitaire. Lorsque vous avez lu ce texte, vous avez senti une certaine liberté, certainement. Oui, parce que effectivement, dans cette liberté qu'on trouve donc dans le roman, elle se dessine donc en contraste avec l'absence de liberté politique ou l'absence de liberté personnelle. Parce qu'on peut imaginer une autre situation, par exemple une jeune femme qui se trouve dans une situation familiale où elle est opprimée, où elle n'a pas réellement de liberté. Avec un début comme ça, elle comprendrait alors que la création littéraire, que le roman, offre un espace de liberté très grand. D'ailleurs, c'est pour cela, puisque vous parlez de régime totalitaire, c'est pour cela que tous les régimes autoritaires, je dirais plutôt, se méfient beaucoup du roman. Et se méfient de l'art en général, parce que le roman introduit une dimension de liberté dans la tête de l'homme, lui donne de mauvaises idées, entre guillemets. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, Jacques le Fataliste a été très important dans mon travail littéraire par la suite, et dans ma façon d'aborder la littérature et de comprendre la littérature. Vraiment, c'est un livre qui était très important. Ouais. Revenons à votre famille. Vous êtes né dans un milieu familial, social riche et varié en ce qui concerne les langues. À la maison, vous parlez certainement le darija, l'arabe dialectal. Non, à la maison, on parlait français. En français. C'est dans la rue qu'on parle. Voilà. Et dehors, dehors, vous parliez le darija. Est-ce qu'on peut dire que cette situation linguistique riche a un effet sur vos écrits? Ça a un effet certainement sur mes écrits, parce que, bien que j'écrive en français, et un français tout à fait, je veux dire, correct, je respecte la concordance des temps, je pense qu'il n'y a rien à dire en ce qui concerne le caractère, la correction en fait, du français que j'utilise. Mais j'introduis très souvent aussi des métaphores qui viennent d'autres langues, ou des expressions parfois qui viennent d'autres langues, que je traduis en français. Que ce soit d'ailleurs du darija, même par la suite de l'anglais, même dernièrement encore du néerlandais ou de l'arabe classique. Donc là, il y a une grande diversité, mais je ne fais quand même pas un patchwork, sauf dans certains textes pour m'amuser où je le fais, c'est-à-dire que je mets vraiment du français, du darija, de l'anglais, mais généralement c'est vraiment du français. Mais en dessous du français, il y a plusieurs couches qu'on peut reconnaître si on est à peu près dans la même situation linguistique soi-même. Sinon, c'est difficile de reconnaître. Une autre question.